Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est Tête à tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons être en tête à tête avec un éducateur pour aborder la question politique. Mais Woody, c'est aussi un historien. C'est aussi quelqu'un de très impliqué dans la communauté, dans les activités de son pays, etc. Et Woody Idmé, c'est avec plaisir qu'on te reçoit sur ce plateau aujourd'hui. Bienvenue, Woody. Merci, merci, Mano. Quel plaisir aussi d'être avec toi. Ça fait tellement longtemps on s'est parlé off micro, C'est ça. mais c'est bien de te Ah. retrouver au micro. Woody, la première chose, il y a une nouvelle pratique dans la violence et qui a retenu beaucoup l'attention ces derniers temps. C'est le fait, à deux, trois, quatre occasions, des parents ont été enlevés pendant qu'ils amenaient leurs enfants à l'école. Dans certains cas, on avait relevé un ou deux cas que des enfants avaient été enlevés alors qu'ils revenaient de l'école. C'est-à-dire que malgré la situation de violence, malgré la situation intenable, il y a ce souci de préserver l'école, d'offrir l'éducation. Mais là, ce sont des coups durs. Est-ce que les gens réussissent quand même à résister? Est-ce que les gens continuent? Est-ce que les écoles continuent de fonctionner? J'aime cette question sur la résistance. Et effectivement, c'est ce qui se passe là actuellement. C'est-à-dire que tu te souviens du livre Les Marrons du syllabaire, eh bien, de Jean Fouchard. Eh Oui. bien, aujourd'hui, on a les nouveaux marrons du syllabaire post-moderne. Ça veut dire que les parents, parfois, quand ils ont des difficultés dans leur quartier, ils mettent les enfants en civil, ils les habillent en civil pour qu'ils viennent en classe. Et les enfants arrivent à réaliser des choses extraordinaires malgré justement euh, cette situation environnementale difficile. Et c'est là qui nous donne beaucoup de courage à nous autres enseignantes, enseignants, Mhm. de pouvoir continuer le travail, de voir les sacrifices des parents. Il y en a c'est vraiment un marronnage qui passe 2 jours, l'enfant ne peut pas venir, et puis le troisième jour, l'enfant arrive en classe, et des conditions d'apprentissage extrêmement dures, mais une détermination. Naturellement, pour les écoles qui sont encore ouvertes, il y en a plusieurs, il y a des centaines sur le territoire, mais il y en a aussi qui sont fermées, et on doit penser à ces écoles fermées dans les quartiers euh, que les bandits ont pris en otage. Et là encore, il y a même plus d'une dizaine d'écoles qui servent maintenant de base à des groupes armés. Donc, c'est une situation difficile. Mais à propos de résistance pour l'école, ça continue. Tu sais que c'est une chose que les Haïtiens, c'est une priorité pour les familles haïtiennes. Euh, ils ne négocient pas l'école des enfants. Et je peux te dire en tant qu'éducateur et responsable d'école, c'est une bataille qui se poursuit au jour le jour. Oui, bon, il y a des opinions aussi concernant le fait de maintenir certaines écoles ouvertes et alors que d'autres sont fermées, etc. Il y a beaucoup de gens qui croient que probablement toutes les écoles fermées auraient participé à une dynamique de résistance. Tu leur réponds quoi, Woody, à ces opinions? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est arrivé en Haïti qu'il y a eu des fois des choses on a eu des locks, on a eu des situations de fermeture qui ont duré des semaines et il n'y a pas eu de résultat. Euh, je crois beaucoup plus dans la résistance dans le travail. Je crois beaucoup plus dans la possibilité d'offrir à des enfants, même s'il y en a qui changent de quartier et qui vont dans d'autres écoles, la possibilité de se retrouver sur une cour de récréation, la possibilité d'être ensemble, la possibilité de jouer au football, de jouer au basket, de rire. Je crois que c'est très important qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent faire communauté, parce qu'on est en train de détruire, si tu veux, tous les liens sociaux. Et il n'y a plus de place publique, il y a plus de cinéma. Donc, il faut absolument qu'on maintienne des espaces de rencontre
Sinon, chacun va devenir un étranger pour l'autre. Je connais ta sensibilité, Audi, par rapport aux problèmes qu'il y a dans le pays, c'est-à-dire aux fossés en fonction des quartiers, en fonction des milieux. Est-ce que, par exemple, j'entends beaucoup parler, et quand les Sœurs de l'ALU avaient arrêté de fonctionner à un certain moment, ça a été aussi à deux ou trois autres écoles, j'ai entendu dire on allait pratiquer l'école virtuelle. Et on sait que il faut un certain nombre de moyens pour participer à cette école virtuelle. D'abord un ordinateur, ensuite l'électricité, ensuite c'est aussi l'Internet. Est-ce que la crise, parce qu'on dit une crise est souvent une opportunité d'apporter des solutions, est-ce que cette crise, au contraire, ne va pas agrandir le fossé au niveau des écoles, au niveau des qualités des élèves et accentuer un peu plus cette discrimination, vous dites? Oui, bien sûr, et c'est évident, et c'est pour ça que certaines écoles ont quand même maintenu le présentiel. C'est pour ça justement, parce qu'il y a des écoles qui carrément fonctionnent en ligne. Il y a des écoles qui ont la capacité de faire et en ligne et en présentiel, mais qui tiennent absolument au présentiel, justement pour éviter ce dont tu parles. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un Internet haut débit ou tout. Donc, il faut penser à ça, il faut penser aux gens des quartiers qui sont plus vulnérables. Et je crois que le présentiel permet non seulement la rencontre, mais permet aussi de contourner l'obstacle dont tu parles. Euh, Cette école à distance va augmenter les distances entre les enfants. Et je crois que c'est pour ça que euh, elle est, si tu veux, une urgence, parfois, par un moment, on est obligé de le faire, mais tant qu'on peut fonctionner, tant qu'on peut arriver à les faire venir, autant qu'on puisse le faire, eh ben, c'est important qu'ils puissent venir se retrouver dans une salle de cinéma à l'école, dans une salle de théâtre à l'école, sur le terrain de basket. Tout à l'heure, on vient d'avoir, n'est-ce pas, des travaux personnels encadrés sur Haïti, sur des thématiques, sur la musique engagée, sur le jazz. Et il y a des enfants qui ont fait de superbes présentations. Après, ça, elles jouent au football. Donc, c'était important, tu sais, pour leur permettre d'exister. Et il y en a deux, trois qui n'ont pas pu arriver, mais ils ont pu suivre en ligne. Oui. Bon, et ça ne résout pas la problématique de Et, violence dans ce cas. absolument. Il y a rien qui puisse le résoudre. On va en parler sur la résolution après. Mais l'école est fondamentale aussi bien à Gaza qu'à Port-au-Prince ou à Kiev. Parce que tu vois, Où les filles sont interdites de classe, mais sous quand même. voilà, Oui. exactement. Euh, donc ça justifie le fait que quelque part, dans cette situation extrêmement difficile, l'école est à la fois nécessaire pour le citoyen en devenir, mais c'est aussi, et tu as bien fait de le présenter, de présenter la chose de cette façon, ça permet également, c'est une fenêtre de respiration aussi. Définitivement. C'est-à-dire que si tu parles aux psychologues qui, ces jours-ci, tournent autour de l'école et qui, autant que les économistes parlent dans les médias, justement, la question du lien social, c'est quelque chose, on ne peut pas attendre euh, pour réagir. Tout à l'heure, dans une discussion, avant que je vienne te trouver, il y avait une discussion dans la salle où je me trouvais, et puis il y a un enfant qui a dit, ah, on est obligé de penser le long terme, parce que le court terme est trop, il y a trop de défis. Et puis il y a un autre qui a répondu, non, il faut penser le court terme aussi, parce que on ne peut pas dire qu'une génération va disparaître et puis on attend l'autre génération pour recommencer. Donc, il faut continuer, il faut continuer à se battre, il faut continuer à essayer d'être ces marrons du syllabaire qui, à l'époque coloniale, allaient clandestinement apprendre à lire et à écrire chez des jésuites. Donc, je crois que c'est une tradition qu'on a de lutte, de résistance. Et tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est traduire cette résistance à quelque chose de beaucoup plus
comment je pourrais dire, offensif, beaucoup plus, qui puisse inverser la tendance mortifère euh, qui s'abat sur notre pays. On va justement parler de cette situation extrêmement difficile. J'ai voulu interpeller l'éducateur d'abord en droit, mais c'est aussi le citoyen, c'est aussi le citoyen engagé, parce que l'éducateur est aussi engagé dans beaucoup de choses. Et je rappelle que Woody Edmé est un des membres fondateurs, après la chute de la Maison du Valier, du plus important syndicat d'enseignants qui avait été créé à l'époque. C'est la Confédération des enseignants nationaux, Confédération nationale des enseignants, CNEH, Voilà. nationale des enseignants haïtiens. Et, euh, et ça a été donc, dès le départ, une tradition à la fois d'engagement dans l'éducation, mais d'engagement aussi dans le devenir du pays. C'est-à-dire prendre position, regarder, analyser, évaluer. Et cette tradition-là, j'ai été content de voir que au-delà de l'école, du centre éducatif que tu diriges, que tu as, il y a aussi un prolongement pédagogique. Je n'entrerai pas dans des détails, je te laisserai entrer dans les détails d'un souci qui est constant chez toi de pouvoir mettre ensemble des gens qui diffèrent d'opinion, des gens qui diffèrent de point de vue pour essayer de sortir quelque chose. Aujourd'hui, comment ce médiateur en toi vit la situation qui est plus que jamais antagonique? Voilà. Effectivement, c'est une constante préoccupation parce que quand on est, par exemple, dans cette vocation, dans ce rôle justement de facilitateur, je suis membre fondateur d'un groupe aussi qui s'appelle Carrefour l'Espoir et nous avons travaillé avec plus d'une quarantaine de leaders d'écosystèmes différents à mettre en place cette organisation. Et là, nous continuons à travailler avec des partis politiques, des organisations de la société civile, pour voir comment arriver à justement créer des passerelles, parce que pour faire nation, pour faire peuple, parce que le problème qu'il y a, c'est que justement, les intérêts sont tellement polarisants, polarisés et polarisants, que la méfiance, depuis que tu étais en Haïti, tu savais qu'il y avait cette méfiance qui existait entre nous. Elle s'est renforcée, tu ne peux pas t'imaginer, avec tous les traumatismes qu'on a eus. Donc, il y a un travail, justement, j'aime bien le mot de pédagogie dont tu parles, pédagogie du dialogue, rapprocher les gens. Et ça, on est en train de le faire. Et je peux te dire qu'on a quelques succès parce que on a pu réunir certains groupes politiques, on a pu réunir, et on peut parler à tout le monde. On a cette capacité aujourd'hui à parler aussi bien au groupe, nos amis de Montana que de la Valace ou d'autres groupes politiques sur l'échiquier ou même de la société civile parce que nous essayons justement de maintenir cet espace de respect des autres, de respect de leur opinion, même si notre crédibilité nous permet aussi, notre pédagogie aussi, parce qu'il y a une façon de parler, il y a une façon de dire les choses et de leur dire, écoutez, là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qu'il faut améliorer dans votre discours, dans votre façon de faire. Et ils acceptent et ils arrivent à nous dire, écoutez, prenez des initiatives et nous sommes avec vous. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont possibles en Haïti. Euh, et c'est mon expérience avec mes amis au sein de Carrefour l'Espoir. On s'est rendu compte, aussi bien qu'avec certaines personnes du secteur privé haïtien, qu'avec des gens des organisations populaires. Tu sais, moi, nous, on a fait une expérience une fois, on a mis des gens vraiment très différents ensemble. Et à un certain moment, à la fin de la rencontre, alors, on a fait ce qu'on appelle un check-in.
Au début de la rencontre, chaque personne disait pourquoi il est venu. Et puis, à un certain moment, après les discussions que les gens se sont présentés, on leur Mhm, a demandé de dire leur vision pour le pays. Et puis, chaque monde a une vision pour le pays, hein. mhm, Et puis, à la fin de la rencontre, je vois que des gens qui se disent, mais tiens, tiens, j'avais une opinion de celui-là qui était terrible. Je me rends compte, il me semble que c'est pas ça. mhm, Et bon, l'autre qui dit, et puis on a fait une technique pendant la session, nous faisons bagaille, nous il est dîner à deux. Et on a mis un pasteur avec un redelisant, mhm. on a mis un Lavalas avec un Bien autre impeccable. groupe, exactement, on a mis, donc ainsi de suite. Et il fallait voir, monsieur a mangé, discuter, etc. Après, on a fait la marche à deux, parce que tu vois, Mhm, et, mhm, et il fallait les mettre dans un espace, si tu veux, complètement où ils ne pouvaient pas être, pas quelqu'un qui t'a pris machine pour dire voilà la caillou, c'était un espace complètement isolé, et ils étaient obligés de dormir dans cet espace pendant 3 jours, 4 jours, tu vois, et ça a marché, et, et on a eu un petit support d'un expert international qui n'est pas intervenu trop dans la chose, mais qui a donné quelques idées parce qu'il a travaillé au Salvador et en Afrique du Sud, et il nous a donné une anecdote, il nous a raconté une anecdote. Il nous a dit qu'au Salvador, il se souvient qu'il a organisé une rencontre de ce genre. Et puis, il y a un qui paraît, il a dit, ah, bah, votre réunion, ça, on a dit ça, parce que tel n'est pas mais ça m'a tué 5 fois déjà. Et puis, il dit, monsieur, si vous ne pas tuer en sixième, si vous ne pas essayer en sixième fois, il faut ajouter avec. Est-ce que tu vois? Mais tout ceci pour te dire que c'est des choses que ça nous a permis de constituer ce vaste écosystème dans le pays et dans toutes les régions du pays. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment, prudemment, humblement, nous essayons d'approcher différents groupes pour voir comment on peut rapprocher les vues. Naturellement, Mano, comme tu t'imagines, il y a des difficultés parce qu'il y a toujours, par exemple, au pouvoir ou à côté ou du pouvoir, des gens qui se disent ah, écoute, pourquoi changer les choses? On a déjà eu tel accord, cet accord-là est parfait et les autres n'ont qu'à venir. Est-ce que tu vois? Et mhm, ça c'est les difficultés de ceux qui ont conclu des accords et qui pensent que ce qu'ils ont fait, c'est meilleur et qu'il n'y a mhm, pas besoin d'autres. Donc, ça, il faut les convaincre. Mais de ce point de vue-là, je peux te dire que euh, il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on peut réaliser, mais qui est terni par cette violence au quotidien et qui fait que quelque part, les gens peuvent avoir l'impression que c'est un pays complètement désespéré. Non, c'est un pays qui est à bout qui est fatigué de cette violence rampante, mais c'est un pays qui est bien décidé à vivre, à se battre. Et c'est pour ça que comme ton émission va au-delà des frontières et est écoutée un peu partout dans les communautés, et c'est pour ça que maintenant, on a besoin de notre diaspora. On a besoin qu'elle soit avec nous. On a besoin qu'elle soit en communication avec nous et qu'elle voit pour le moment une seule question. La question du développement est fondamentale aussi. Il faut réfléchir sur lui. Mais une question qui est importante, que ce soit secteur qu'on appartenir, c'est la sécurité. Donc mhm, aujourd'hui, nous avons besoin tous de l'appui de toutes nos communautés pour faire pression autant qu'elles peuvent. Ceux qui ont élu des sénateurs, des députés, ceux qui ont élu des maires dans les pays respectifs, prenez vos téléphones, appelez vos gens. Vous êtes des électeurs, faites pression. Haïti a le droit de vivre. Les Haïtiens ne demandent pas la charité, ils demandent un support pour justement les aider dans une situation qui les dépasse et qui n'a pas été créée que par eux. Bon, good. On aborde donc la question sensible d'une intervention internationale en Haïti. Évidemment, avant la période des fêtes, on avait l'impression, Rudy, que cette intervention était imminente. Et au fur et à mesure, d'abord, on a pensé que c'était les midterm elections aux États-Unis, les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Ensuite, on a cru que les Américains voulaient passer la balle aux Canadiens. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait plus un désengagement à ce niveau-là qu'autre chose. Mais ce qui est évoqué en particulier par le Canada, c'est que les Haïtiens ne s'entendent pas. Quel est le discours dominant? Pas d'intervention, ou bien une intervention, ou bien une coopération dans la résolution de la crise de l'insécurité. Et le discours dominant, alors tu sais, ça prend des... J'aime ta question parce que ça prend des moments, c'est par vague que ça vient. Mm -hmm. Il y a des moments, tu as l'impression que les gens disent intervention, parce que là, nous ne sommes pas capables. Mm -hmm. Et puis après ça, on va reprendre mieux. Je dis, bon, un, une coopération, un support. Parfois, il y en a qui disent, OK, j'aurais bien aimé, oui, que ça se fasse, qu'on nous aide, mais pour des raisons politiques, il y en a qui ne veulent pas que l'aide serve au gouvernement actuel. Est-ce que tu vois? Très Et bien. que ça permette à ce gouvernement de se Renforcer. stabiliser, de se Mm -hmm. renforcer. Mais bon, bof. Euh, tu sais, quand il y a des vies humaines qui se perdent, Sartre disait que peut la littérature ou la philosophie par rapport à ça? Ça, c'est une autre question. Et je dis moi-même, qu'est-ce que l'idéologie par rapport à ça? Tu vois? Mais en réalité, les Haïtiens, aujourd'hui, font très bien la différence. Les Haïtiens, tous, ne veulent pas d'occupation étrangère. D'ailleurs, c'est clair. Mais tous souhaitent, d'une manière ou d'une autre, une intervention, je dirais, dans un cadre précis, avec des règles d'engagement précis et avec une durée. Cette intervention est une intervention négociée et qui permettrait aux Haïtiens, justement, de trouver l'aide, le support nécessaire. Naturellement, si tu vas à une organisation, il y en a qui ne se prononcent pas, mais qui le pensent. Il y en a qui, il y en a qui ne veulent pas paraître. Tu sais on a les chines sensibles quand il s'agit des étrangers. Mm. Est-ce que tu vois? La, Mais la la réalité, position politiquement correcte. et exactement. Mais la Mm. réalité, c'est que là, il y en a des gens qui disent, alors, je vais parler à quelqu'un que tu connais très bien, que tu appelles souvent ta sœur, et qui disait, euh, j'entends souvent, parfois dans les médias, hein, pas tellement en Haïti, hein. En Haïti, les gens sont clairs là-dessus, mais dans certains médias étrangers, il y a des gens qui font des interventions qui disent, no boots on the ground. Mm -hmm. Et puis cette personne l'a dit souvent, pas besoin de boots on the ground. Boots à mettre sous la main, et puis donner à la police un support aérien ou un Mm -hmm. support avec des hélicoptères, quelque chose qui permet aux policiers qui veulent se battre, s'il y en a qui sont des patriotes, qui veulent défendre la veuve et l'orphelin ou les familles vulnérables, eh bien, un support, ou bien maintenant, et donnez-nous les moyens de nous défendre. Parce que il y a quelque chose de paradoxalement dans cette affaire. C'est que le blanc ne veut pas venir, contrairement à ce que les gens pensent que les blancs veulent venir. Ils veulent pas venir parce qu'ils sont occupés, ils ont des choses qu'ils pensent qui sont beaucoup plus importantes en termes géostratégiques en Asie ou bien en Europe de l'Est. Mais il faut qu'ils aient cette coop, il faut qu'ils soient, qu'ils respectent leurs promesses. Mm -hmm. Les promesses d'aide. Il faut que, par exemple, si on a besoin de blindés, qu'on va le blinder, si on a besoin d'hélicoptères, tu ne peux pas me dire que je vais te donner des casques et des gilets pare-balles. Bon, alors, D'accord? le plus choquant dans tout ça, c'est qu'au-delà de l'aide promise, il y a cet engagement financier par l'État haïtien pour l'acquisition de blindés qui n'ont toujours pas été livrés. Ok, ouais, voilà, il y a une partie qui a été livrée et puis Ah oui, finalement, mais la majorité n'est pas livrée. Donc je crois que finalement, tu c'est sais, genre 5 sur 18. ah oui, ah oui, ah oui, 5 sur 18. Je vous dis, mais est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce que tu sens qu'il y a une réflexion sérieuse De qui plus se en plus, fait sur la question de la sécurité? de plus en plus.
Parce Et que tu, dans le concret, comme souvent ça arrive, et j'aimais parler de l'avant-garde qui devient l'arrière-garde qui devient l'avant-garde, parce que dans les questions de sécurité, dans les quartiers populaires, pour une question de survie, on sent qu'il y a une réponse qui est donnée. D'abord, il y a des quartiers où les gangs n'ont pas réussi à s'installer. Je pense à Carrefour, par exemple, à l'abattoir de Mariani, où Tilapli a essayé 5 fois plutôt qu'une de s'installer et il n'a pas réussi parce que les gens, les brigades organisées ont repoussé les hommes de Tilapli. Il y a d'autres zones, comme cette semaine, on a parlé de Dame-Marie, où la population a mis fin aux activités d'au moins 9 présumés bandits, etc. On sent qu'il y a une organisation. Mais est-ce que, je ne dirais pas en amont, mais est-ce qu'au niveau des groupes euh, euh, organisés de manière officielle, parce que eux aussi, dans les bas quartiers, ce sont des groupes organisés. Est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a une action, est-ce qu'il y a une perspective qui est débouchée sur la question? et c'est une bonne question. Et de plus en plus, cela se fait. Et je pense que bientôt, alors comme tu sais, il y a le groupe de Montana qui avait organisé un colloque sur la sécurité. Et il y a aussi il y a des universités qui se préparent à organiser une grosse conférence qu'ils appellent conférence citoyenne sur la sécurité. Est-ce que tu vois? Donc, de plus en plus, l'avant-garde essaye, par rapport à ce qui se passe dans les quartiers, par rapport à ce qui se passe, les réponses que la population essaie de donner, eh bien, les groupes, les élites, même y compris dans le secteur privé, sont en train de s'organiser pour prendre une position concrète. Parce qu'effectivement, c'est très facile pour l'étranger aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une parole haïtienne cohérente sur la question, de dire que, bon, écoutez, entendez-vous d'abord. D'accord? Donc, je crois que c'est ce qui est en train de se faire de plus en plus. Euh, les gens commencent à se C'est ironique. préparer. C'est ironique parce que le blanc, l'international, ne s'entend pas sur la stratégie à adopter en Haïti. L'international n'a pas fait l'unanimité par rapport à une série de dossiers chauds dans l'international. On pourrait remonter à l'Irak, à l'Afghanistan, la situation en Ukraine aujourd'hui, etc. Mais on veut euh, absolument que les Haïtiens parlent d'une seule voix sur cette question. Ça, c'est C'est une difficile. absence, c'est une façon, pour moi, cette attitude justifie les suspicions, légitimise les suspicions qu'il y avait sur le fait que le blanc nous a lâchés, en fait. Oui, quelque part, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien lire ça parce que souvent, qu'est-ce qu'on nous offre? On nous offre de bons mots, on nous offre, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui soit fait. Euh, euh, la France envoie des gens du RAID, euh, leur corps spécialisé pour faire de la formation. Le Canada a promis une certaine somme d'argent et pour la première fois des armes létales. Euh, Tout le problème, c'est entre les promesses et les livraisons. Parce que il faut qu'ils comprennent que la question est urgente. Donc, deux choses, deux idées reçues qu'il faut combattre. Première idée reçue, c'est que les Blancs veulent à tout prix nous envahir. Sont idées reçues parce que tout simplement, euh, on a une histoire justement d'invasion qui fait qu'effectivement, pour des raisons historiques, on est très méfiant par rapport à cela. Mais ils peuvent très facilement se détourner de nous et s'occuper d'autres choses parce que pour le moment, on n'est pas euh, stratégiquement dans leur dossier. Regarde, même pour l'Amérique latine, dernièrement, je parlais à des amis qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas comment les Américains se sont désintéressés autant de l'Amérique latine. Le Pentagone dépense 1% en termes d'efforts militaires, de surveillance seulement pour cette zone, alors que tout le gros budget massif américain est orienté vers d'autres régions. Ensuite, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les Chinois et les Russes
D'ailleurs, Lavarov, le russe, le ministre de la Défense, est en tournée en Amérique latine. La Chine marque des points en Amérique latine, donc, et même dans la Caraïbe. Donc, ce qui fait que ils se sont détournés un petit peu de la région. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils offrent? Eh ben, ils offrent le plan de solidarité humanitaire, etc. Or, nous, on veut sortir de l'humanitaire. Mais comme tu dis, Mano, il faut que les élites fassent ce travail de dire ce qu'ils veulent pour Haïti. Il ne s'agit pas de se dire, ah, il y a un plan américain pour Haïti. Comme tu te rappelles, il y a des années, il y avait cette affaire de Plan, plan plan américain. droit. Il y a toujours, mais les Américains ont toujours un plan. Mm. Mais c'est nous qui devons Mais avoir maintenant notre plan. oui, absolument. Mais Woody, soit dit en passant, mais ça fera l'objet d'une autre. Parce que c'est pas notre dernier, nos derniers échanges, ça fera l'objet d'autres échanges entre nous. Il faut aller comprendre ce qu'il y a comme plan. Euh, Oui, Plan inavoué, plan inavouable. oui. Il y a quelque chose dans les cartons qui n'a pas été discuté. Et moi, j'aime remonter à 2003, 2004, la rencontre du lac Meech, où au Canada, les différents pays, la France, les États-Unis, les institutions internationales s'étaient rencontrés pour discuter de la question haïtienne et mettre en perspective la possibilité d'une mise sous tutelle. Mais c'est comme je te dis, c'est une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore valable? C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Non, Euh, c'est évident que ce ne sera pas quelque chose, ça va se faire. Et il y a sûrement un plan pour Haïti c'est un plan euh, ce ne sera pas la mise sous tutelle traditionnelle comme on avait au 19e siècle, mais je suis persuadé, et beaucoup d'amis sont persuadés là-dessus, que si les Haïtiens définissent eux-mêmes un plan pour eux-mêmes, et si les Haïtiens parviennent à, il n'y aura pas d'unanimité, mais à faire un consensus autour de ce qu'ils veulent pour leur pays dans les prochaines années, et que on s'entend avec nos diasporas pour porter le plan haïtien pour Haïti, mon cher Yaptandine, c'est parce que justement, ce qui leur permet de faire, de décider tout seul, c'est justement cette impression de chaos, cette impression de désordre. Tu parles d'impression, Audi, et c'est la dernière question que je te pose. Si tu devais présenter la situation en Haïti, tu la présenterais comment? Ah, OK. Je dirais qu'elle est terrifiante. Je ne prends qu'elle est exacerbante, qu'elle est éprouvante. Et je dirais que je suis persuadé que Haïti ne peut pas s'en sortir seul. Haïti a besoin de solidarité, solidarité des Haïtiens d'abord, et solidarité des sociétés civiles amies, Mhm. pas seulement des États. Et c'est pour ça que c'est important que j'accepte de participer à cette émission pour lancer justement cet appel à cette solidarité. Je dirais aussi que on a besoin de faire émerger d'autres politiques, de faire émerger d'autres manières de voir le pays, de changer certains paradigmes, aussi bien dans la classe politique que dans le secteur privé. Dernier là d'ailleurs que nous avons rencontré et qui dit qu'effectivement, bon, la main sur le cœur, Mano, que Mhm. vous voulez changer paradigme. Et euh, on est sceptique, mais on ne veut pas être non plus, comment dirais-je, bouché. On veut justement, il faut que chacun ait sa chance. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui comprennent qu'il faut changer de paradigme, aussi bien que chez les politiques que chez les gens du secteur privé. Et même dans certains secteurs privés très puissants qui jusqu'à présent se satisfaisaient des monopoles et qui commencent par se rendre compte se sont peut-être piégés, ils se sont peut-être tirés une balle dans le pied, euh, comme ça. Donc, je crois que s'il y a des choses, c'est pas que je ne suis pas un commissaire à l'enthousiasme. Tu sais que je n'ai jamais été un naïf, même si je suis quelqu'un de très pédagogique quand je parle. Mais je pense qu'il y a là, tu as parlé d'opportunité tout à l'heure, il y a une opportunité de changer la donne
Et changer cette donne passe par une solidarité. Là, au moment où je te parle, puisque tu me dis de décrire la situation, il y a des tirs dans certains quartiers. Chaque week-end, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a des groupes qui pratiquent la terre brûlée, qui attaquent les gens, qui brûlent leurs maisons, et dans une sorte de violence absurde. Et c'est cette réalité que l'on vit au quotidien. Et c'est pour ça qu'on veut attirer l'attention de tout le monde, que la question haïtienne n'est pas simplement une question de gouvernement versus opposition. Il y a une question d'un peuple qui est en difficulté et qui a le droit et qui a droit justement à la solidarité de tous. Woody Edmé, merci beaucoup. Ça sera avec plaisir qu'on refera ce tête-à-tête. À bientôt. Merci beaucoup, Mano. À bientôt. C'est un plaisir justement de participer à une émission de qualité.